Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, mesdames et Bonsoir, messieurs. Madame Touré. Voilà, nous sommes très ravis de vous recevoir sur cette plateforme. Très ravis d'avoir répondu, en tout cas, à l'invitation de BPW. Nous sommes très honorés par votre présence. Nous vous en remercions beaucoup et nous espérons avoir une journée très fructueuse, très intéressante avec nos brillants panélistes qui sont là. Donc, cette journée, en fait, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'environnement qui a eu lieu le 5 juin passé. Et on sait que l'environnement, c'est devenu un défi majeur pour tous les États, pour les Nations Unies, pour tout le monde, toute l'humanité. Et d'où l'importance, en tout cas, d'avoir ces discussions pour sensibiliser tout le monde. Donc, avant vraiment d'aller d'avancer dans le débat, je vais d'abord passer la parole à Madame Fall, Fatou Cissé, qui va nous faire une brève présentation de BPW et également de l'objectif de cette journée, pourquoi ils l'ont institué, pourquoi ils l'ont mis dans leur agenda. Donc, je passe la parole à Madame Fall avant de revenir sur les panélistes. À vous, Fatou, et encore une fois, en remerciant tous les auditeurs d'avoir répondu à cette invitation. Nous sommes très honorés. Merci, Fatou. Madame Fall, à vous. Oui, je vous remercie, Rokhaya. Donc, je présente la bienvenue, enfin, je souhaite la bienvenue plutôt, c'est à Madame la Présidente de BPW International, aux Mesdames les membres du bureau exécutif de BPW International dans CEDITA, et aux Mesdames nos consoeurs de BPW à travers le monde entier, Madame et Monsieur les panélistes. Donc, Madame Nathalie Daous, qui est la première des panélistes à être là, et Monsieur Bounamati et Monsieur Mbaye. Chers invités, je vais sacrifier à la tradition de notre pays qui recommande d'exprimer avec le cœur des mots de bienvenue à toutes nos personnes qui ont bien voulu répondre présent à notre invitation. Les femmes d'affaires et professionnelles du Sénégal vous disent donc par ma voix toute leur reconnaissance pour notre présence à cet événement marquant la Journée mondiale de l'environnement. Recevez ici l'expression de notre profonde gratitude. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, BPW Sénégal est une filiale de l'une des plus grandes organisations professionnelles féminines. BPW International, Business and Professional Women, est née en 1930 aux États-Unis de la volonté de Madame Lena Madison Phillips, une jeune avocate américaine qui n'acceptait pas que les femmes soient écartées de la vie socio-économique de son pays. BPW International vise une amélioration de la situation de la femme par une intégration plus active de leur rôle dans le développement économique, en leur donnant beaucoup de capacités de créer, de gérer et de pérenniser leurs projets. BPW International est devenu l'un des réseaux internationaux les plus influents de femmes d'affaires et femmes professionnelles, avec des filiales dans plus de 100 pays sur les 5 continents. BPW International a un statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe, du Conseil économique et social, de la Commission économique des Nations Unies, ECOSOC. Le plaidoyer de BPW International s'inscrit dans le travail avec les Nations Unies. BPW International a fait pression pour la formation de la Commission sur le statut de la femme, CSW. Elle a soutenu de nombreuses questions relatives aux femmes. BPW International a reçu un certificat de messager de la paix du secrétaire général de l'ONU, Javier Pérez de Cuellar, en 1987. Esther Heimer, représentante du BPW à l'ONU, a été la première présidente du comité des ONG CSW. Elle a été désignée comme l'une des 3 femmes jouant un rôle important dans les travaux de la Commission des Nations Unies par le secrétaire général Kofi Annan en 1997. Aujourd'hui, BPW International continue sa représentation au siège des Nations Unies à New York, mais aussi dans des bureaux régionaux à Vienne plutôt et à Genève. Elle est aussi représentée à l'UNESCO, l'UNICEF, la FAO, l'OIT, l'OMS, l'ONUDI,
au Conseil de l'Europe, au lobby européen des femmes. Elle continue de travailler en étroite collaboration avec UNIFEM, la nouvelle présidente internationale pour la mandature 2021-2024 est le docteur Catherine Bochard de la Suisse. Qu'en est-il de BPW Sénégal? BPW Sénégal est déjà une organisation dynamique depuis sa création en 2013. Elle est prête à tenir tous les paris de ses statuts qui sont essentiellement tournés vers la promotion et la protection des femmes d'affaires et professionnelles. Elle est composée de femmes leaders influents, d'entrepreneurs, des femmes chefs d'entreprise, des cadres, des femmes d'affaires et des jeunes femmes de carrière, qui sont les Young BPW. Quelle est notre mission? BPW Sénégal développe le potentiel d'affaires professionnel et de leadership des femmes à tous les niveaux, grâce au plaidoyer, l'éducation, le mentorat, le réseautage, le renforcement des compétences et l'autonomisation économique. Les femmes de BPW Sénégal agissent depuis 2014. Elles participent à la prévention des maladies cancéreuses et aux journées de consultation gratuites. Ces femmes ont eu à organiser également des journées de plaidoyer sur les maladies gynécologiques au niveau de la banlieue dakaroise, à Djiddah Thiaroye Kao et à Malika. Depuis 2018, les femmes de BPW Sénégal accompagnent le ministère de l'Éducation nationale dans la construction d'écoles grâce à l'appui de partenaires internationaux au niveau de la banlieue dakaroise. Les femmes de BPW Sénégal sont également membres du groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et du Sahel. Elles ont eu à participer aux nombreuses activités d'échange lors des conférences des Journées internationales de la paix. Elles ont bénéficié de formations en leadership communication et en observation aux élections présidentielles. Depuis 2013, les membres de BPW Sénégal ont participé à de nombreux événements au Sénégal et à l'international, tels les congrès et les assemblées générales internationales, plus maintenant des formations au niveau international également. Ainsi, BPW Sénégal vise à unir les femmes dans toutes les régions du Sénégal en organisant les femmes d'affaires et professionnelles pour qu'elles utilisent leurs compétences et atteignent nos objectifs. Travaillons pour la qualité de service dans les affaires et les professions en encourageant et aidant les femmes, les jeunes filles à la santé, à l'éducation, à la formation professionnelle, à la formation continue par l'utilisation de leurs capacités professionnelles au bénéfice des autres ainsi qu'à leurs propres bénéfices et en entreprenant des projets philanthropiques dont la nature à but non lucratif qui répond aux objectifs antérieurs et aider les femmes à devenir économiquement indépendantes, etc. Donc, les activités sont multiples. Toutes ces activités sont soutenues par l'impérieuse nécessité de la culture de l'excellence chez les femmes. Nous avons également une section Young. La section Young BPW représente des jeunes femmes professionnelles, des étudiantes, désireuses de devenir des leaders dans leur communauté. Chaperonnées par les membres de BPW Sénégal, les Young participent également aux diverses missions de l'organisation. Elles tissent et entretiennent de profondes relations entre jeunes femmes issues de milieux socio-professionnels différents, tout en instaurant entre les membres un esprit d'équipe et d'objectifs communs. Elles bénéficient du programme de mentorat de BPW Montréal afin d'atteindre leurs objectifs et participer à l'évolution de la condition féminine du pays. Les Young BPW Sénégal souhaitent plutôt contribuer aux objectifs de développement durable, les ODD. C'est dans cette optique qu'elle organise ce webinaire pour attirer l'attention du public sur les enjeux liés à la gestion durable de l'environnement. Le 5 juin est une journée dédiée à l'environnement par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée marque historiquement l'ouverture de la conférence de Stockholm de 1972 sur l'environnement humain. Chaque année, le Sénégal, à l'instar des autres pays, commémore cette journée à travers l'organisation de diverses manifestations. Cette année, le thème choisi par le Programme des Nations unies sur l'environnement, PNU,
et préservation et la restauration des écosystèmes, le sous-thème proposé par les Young BPW est un défi pour une sécurité alimentaire durable. Le choix de ce sous-thème rappelle l'interdépendance entre la préservation des écosystèmes et la sécurité alimentaire. La gestion durable des écosystèmes suppose leur utilisation tout en veillant à ne pas compromettre leur capacité de renouvellement. La sécurité alimentaire est assurée lorsque toutes les personnes ont les moyens physiques et économiques de disposer de produits alimentaires en quantité et en qualité suffisante. Elles peuvent ainsi couvrir leurs besoins alimentaires et nutritionnels, mener une vie active et saine. Ces deux préoccupations, préservation des écosystèmes et sécurité alimentaire, doivent s'inscrire dans la durée. Au Sénégal, les questions relatives à ces préoccupations ont toujours été une priorité nationale, car notre modèle de développement se base essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles. Malgré les politiques, les stratégies, les programmes de gestion durable des ressources naturelles et de sécurité alimentaire mis en œuvre, le constat général est que l'environnement et les ressources naturelles continuent de se dégrader. La sécurité alimentaire demeure toujours une préoccupation nationale. Ce panel qui réunit divers experts est l'occasion d'examiner les relations réciproques entre la préservation des écosystèmes et la sécurité alimentaire au Sénégal. Il devrait permettre ainsi la sensibilisation du grand public sur ces enjeux. Sur cette note d'espoir, je voulais vous souhaiter une bonne session d'échange. Je vais céder la place à la modératrice et je souhaite un bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Madame Fatou. Merci beaucoup pour cette présentation très exhaustive de BPW. Vous avez parlé de l'historique, vous avez parlé des objectifs de BPW international, de BPW Sénégal, disons BPW international qui a commencé depuis 1930 et jusqu'à l'arrivée, la création de BPW en 2013 au Sénégal et les objectifs que vous avez de travail avec la banlieue, pour combattre certaines maladies telles que le cancer. Donc, BP est très, très engagé et nous saluons vraiment votre travail. Et également l'objectif de cette rencontre qui est vraiment de préserver les écosystèmes et d'assurer une sécurité alimentaire. Donc, sur ce point, c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici, pour parler de la préservation et la restauration des écosystèmes, qui est un défi pour une sécurité alimentaire. Donc, je m'en vais d'abord passer ensuite la parole à nos brillants panélistes. Je vais d'abord commencer par présenter Madame Nathalie Daoust, qui est directrice des relations avec les gouvernements, stratégie et rendement avec plus de 25 ans d'expérience au sein de la Commission de coopération environnementale, CEE, où elle a été récemment attachée principale de liaison et responsable du rendement organisationnel. Elle possède une excellente connaissance des institutions, une capacité de raisonnement et stratégique et des habiletés diplomatiques. Ensuite, nous allons passer la parole à Monsieur Mamsamba, professeur Mamsamba Mbaye, qui est professeur spécialisé en botanique systématique et malherbologie. Il est aussi directeur de l'école doctorale Connaissance et conservation de la biodiversité. Précédemment, professeur Mbaye exerçait les fonctions de directeur de l'environnement et du cadre de vie, coordonnateur du programme UCAD rural. Il fut le chef du département de biologie végétale. À la suite de la création de la direction de l'incubation, de la vulgarisation et de l'appui aux communautés, d'IVAC, professeur Mbaye, assimilé à la faculté des sciences et techniques, est porté à la tête de ce service central du rectorat. Et enfin, nous allons passer la parole à M. Bounama Dièye. M. Bounama Dièye est élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite sur proposition du ministre de l'Environnement, du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Il est ingénieur hydro-agricole et expert en suivi et évaluation de projets, programmes et politiques. M. Dièye capitalise une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans le domaine de l'agriculture, la gestion durable des ressources naturelles, les changements climatiques, la sécurité alimentaire, la résilience et autres. M. Dièye a occupé plusieurs postes dans divers services, ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural, de l'Union internationale de conservation de la nature, Wetlands International Afrique,
Institut national de pédologie, direction de l'agriculture, cabinet d'études. Depuis 2019, il est le directeur de la résilience et des changements climatiques, DRCC, pour le compte du secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, SECNA, du Sénégal. Donc voilà en gros les différents panélistes qui vont nous entretenir de ces questions qui sont d'une extrême importance. Donc avant de passer la parole à Madame Nathalie Daoust, honneur aux dames, d'accord, j'espère que vous me le concédez. Donc, je voudrais juste faire quelques recommandations, quelques règles pour l'organisation. Donc, heureusement que tout le monde a fermé son micro. Donc, pour éviter les bruits de fond, ceux qui n'ont pas la parole, veuillez bien fermer les micros et même les caméras. C'est seulement le présentateur ou la présentatrice qui peut mettre sa caméra pour avoir une bonne qualité du son, pour ne pas trop le surcharger. Donc, en tout cas, si vous avez également des questions, au fur et à mesure des présentations, vous pouvez déjà commencer à poster vos questions ou bien vos remarques dans la boîte de dialogue qui est ouverte. Donc, Madame Daous, à vous la parole. Et après, nous allons passer la parole à professeur Samba Mbaye. Donc, Madame Nathalie Daous, est-ce qu'elle est avec nous? Elle est là? C'est moi. Voilà, donc à vous l'honneur. Merci. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Alors, oui, je suis Nathalie Daou ici, de Montréal. En fait, affiliée aussi à BPW Montréal. Alors, je suis bien heureuse de saluer la présidente de BPW International, ainsi que, évidemment, Madame Cissé, la présidente de BPW Sénégal. Merci encore chaleureusement de cette invitation. Je salue mes panélistes, mes collègues panélistes, c'est-à-dire alors M. Mbaye et M. Dieye. Et évidemment, tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, écoutez, c'est une très belle occasion. Je vous remercie chaleureusement parce que c'est vraiment un moment particulier de célébrer et l'environnement, mais aussi tous les travaux de BPW. En fait, BPW Sénégal et BPW Montréal sont en fait affiliés depuis quelque temps dans le cadre du programme de mentorat. Et j'ai l'honneur d'accompagner une jeune et brillante professionnelle sénégalaise, Adama Faye, et dans le cadre de ce programme. Et c'est une expérience très enrichissante. Et de mon côté, j'ai fait partie le conseil d'administration de BPW Montréal en 2017 et 2018, alors que nous avons fait renaître le chapitre local qui était en dormance depuis quelques années. Alors, mon implication continue encore et toujours et je suis très impressionnée des objectifs de BPW Sénégal et je vous souhaite bon succès. Alors, pour revenir à notre objectif, donc, de parler plus particulièrement des questions de la restauration, de la préservation des écosystèmes. Alors, je vais vous présenter l'organisation à laquelle je suis affiliée depuis maintenant 25 ans, la Commission de coopération environnementale de l'Amérique du Nord. Alors, si je peux, je vais vous donc partager une présentation. Voilà. D'accord. Alors, voilà. Alors, ce qu'on veut dire ici quand on parle de la Commission de coopération environnementale, alors on parle bien d'une collaboration régionale entre 3 pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui ont décidé de travailler en étroite collaboration sur les questions environnementales afin d'atteindre, de poursuivre en fin de compte des objectifs de façon commune et d'atteindre ces objectifs de façon plus efficace que s'ils travaillaient individuellement. Surtout quand il s'agit de questions de pointe cruciale qui exigent en fait l'implication de tous de manière soutenue. Alors, je vais vous mettre en contexte ici, un instant, je veux juste m'assurer que vous voyez bien. Alors, la Commission de coopération environnementale est une organisation intergouvernementale.
donc qui a été créé il y a 27 ans par l'accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement, qui a été remplacé l'an dernier par l'accord de coopération environnementale entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Alors, c'est une organisation, un accord qui a suivi le fameux ALENA qui a été re-signé. Alors, si vous êtes au courant, en fin de compte, de l'entente commerciale entre les trois pays, elle a été reconduite avec des modifications importantes quand même l'an dernier. Alors, de ce fait, nous avons donc un nouveau cadre de travail et cette institution, en fin de compte, comme je le disais, elle a pour but d'accroître la coopération entre ces trois pays qui sont aussi trois importants partenaires commerciaux, mais en plus sont aussi trois pays qui sont qui sont adjacents les uns aux autres et qui vont en fait partager un environnement commun si on mesure de 24,71 millions de kilomètres carrés. Et comme vous le savez, la pollution n'a pas de frontières, donc ce que fait un pays a un impact absolument direct sur les deux autres. Au niveau de la structure, alors la commission est formée du conseil. Alors c'est l'organe directeur qui est composé essentiellement des des initiatives et le budget annuel. Alors, pour on continue avec les trois organes, en fait, les trois gouvernements pour s'assurer, en fin de compte, que cette prise de décision se fasse de façon soutenue. Je suis présentement à organiser la conférence annuelle ministérielle qui aura lieu en septembre 2021. Ensuite, le comité consultatif public mixte est un élément intéressant qui était très novateur en 1994, il y a 27 ans, c'est-à-dire qu'il y a un comité consultatif qui est composé de 9 citoyens ordinaires de différentes avenues et ils sont nommés par le Conseil, par les ministres. Et ce comité a pour mandat de formuler des avis au Conseil sur une grande diversité de questions environnementales et pour ce faire, ils organisent des tribunes publiques interactives aux quatre coins de l'Amérique du Nord. Ensuite, le secrétariat, comme la plupart des organisations internationales, un secrétariat vient ici assurer en fait un soutien technique, administratif, opérationnel au Conseil, c'est-à-dire au comité aussi et au groupe de spécialistes. Et basé à Montréal, d'où la raison que je vous parle présentement, en fait, de nos bureaux. Alors, juste pour rappeler, moi, je ne suis pas spécialement une experte dans un domaine particulier. Je suis généraliste, je suis une gestionnaire ici. Donc, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est l'aspect diplomatique de nos relations avec le gouvernement et les suivis et le côté stratégique. Alors, après 27 ans, le constat est que la Commission a joué des rôles clés en Amérique du Nord. Elle est tout d'abord reconnue comme une importante institution unique et novatrice qui a su créer des liens entre les trois pays et les secteurs et concevoir des outils novateurs pour la protection de l'environnement de la région. Elle est aussi une tribune neutre pour l'examen des questions et des stratégies émergentes complexes. Elle a un rôle de facilitateur et de rassembleur auprès des spécialistes et des décideurs des trois pays et a su créer des réseaux de communautés, d'experts, de praticiens afin de partager les meilleures pratiques et un renforcement mutuel des capacités. Finalement, les travaux de la Commission ont permis de constituer un recueil d'informations sur l'environnement de l'Amérique du Nord et adresser un portrait détaillé permettant d'agir au niveau de la pollution transfrontalière, des espèces migratrices et des écosystèmes communs, entre autres thèmes. Si on se tourne vers les réalisations passées visant la conservation d'espèces et d'écosystèmes, on compte la mise en place de plans d'action nord-américains pour la conservation d'espèces marines et terrestres. À titre d'exemple, nous avons ciblé des aires de conservation prioritaires dans les habitats transfrontaliers et mis en œuvre des stratégies communes de gestion adaptative. Nous avons également inclus les collectivités dans les activités de rétablissement et le développement de l'écotourisme. La CCA était aussi un chef de file de la création de liens entre l'environnement, le commerce et l'économie
est pionnière dans ce domaine avec la promotion de projets gagnant-gagnant, dont la promotion du café cultivé à l'ombre en partenariat avec la chaîne Starbucks. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est très populaire en Amérique du Nord, et l'élevage et le commerce durable de bovins. Alors, l'organisation a aussi contribué à la promotion de produits et de méthodes écologiques dans des secteurs industriels, dont celui de l'agriculture. Entre 2011 et 2015, alors quand j'ai fait la présentation, j'ai essayé de trouver en fin de compte des exemples de travaux qui pourraient avoir une résonance pour le Sénégal. Alors celui-ci m'a frappé particulièrement. Alors pendant cette période, nous avons participé à l'établissement de partenariats afin de catalyser la conservation et l'utilisation durable des prairies d'Amérique du Nord. Alors comme c'est le cas, possiblement au Sénégal, l'étalement agricole et résidentiel ont eu des effets néfastes sur les prairies, notamment sur l'eau et la sécurité alimentaire, entraînant une perte de biodiversité. Nous avons donc réuni des spécialistes de la conservation et des éleveurs dans les 3 pays pour promouvoir les pratiques de gestion spécifiques et bénéfiques de pâturage. Depuis 2011, plus de 146 000 hectares, donc 360 000 acres de pâturage, sont gérés de façon durable dans le cadre d'initiatives que nous avons financées, ce qui a aussi eu des répercussions importantes sur la conservation des oiseaux. Alors, si maintenant on se tourne sur nos travaux en cours, nous avons évidemment des programmes qui sont ciblés sur les changements climatiques, étant donné les préoccupations de l'heure. L'une d'entre elles est d'amener une adaptation à ces changements par le biais d'un projet qui concerne l'établissement de réseaux d'observateurs bénévoles, donc de citoyens ordinaires, pour la surveillance de précipitations et de feux de forêt, afin d'appuyer les capacités météorologiques et améliorer le processus décisionnel et la préparation à ces événements extrêmes. Un autre projet vise à améliorer l'efficacité des systèmes d'alerte rapide en cas de sécheresse et mieux comprendre les indicateurs localement pertinents en renforçant les capacités locales et les partenariats existants. Maintenant, comme vous le savez, comme vous l'avez mentionné, la question de la sécurité alimentaire en est une qui nous préoccupe aussi. Les aliments non consommés entraînent des coûts sociaux, environnementaux et économiques, ici aussi. Mais ils offrent également un énorme potentiel s'ils sont exploités adéquatement. Ainsi, la CCE travaille à prévenir et à réduire le gaspillage alimentaire en s'associant à 2 groupes principaux qui peuvent, selon nous, faire une différence considérable. Il s'agit tout d'abord de la chaîne d'approvisionnement alimentaire de l'Amérique du Nord en leur permettant de mieux comprendre les avantages sociaux, environnementaux et économiques en devenant plus soucieuses de l'environnement. Ensuite, les jeunes. Par le biais d'une trousse d'action anti-gaspillage alimentaire qui a été distribuée à grande échelle et qui vise à encourager en fait à réduire la perte et le gaspillage d'aliments à la maison, à l'école et dans leur collectivité. Maintenant, l'Amérique du Nord produit une grande quantité de déchets marins d'origine terrestre, malheureusement. Nous travaillons donc à développer des solutions communautaires pour la réduction de déchets marins. Avec nos travaux, nous éduquons les collectivités locales et leur donnons des moyens d'agir en encourageant la prévention, la minimisation et la gestion des déchets avant qu'ils se retrouvent dans les plans d'eau et les océans. Concernant les aires marines protégées qui sont menacées par le réchauffement des océans et les changements relatifs, nous avons établi depuis plus de 10 ans un réseau nord-américain d'aires marines protégées essentiel au maintien de la résilience des océans et des côtes. Par ailleurs, le système nord-américain de surveillance des changements dans la couverture terrestre vise la surveillance de la couverture physique observée à la surface de la Terre et son évolution dans le temps. Les cartes interactives que nous produisons, qui concernent l'Amérique du Nord,
peuvent servir, entre autres, à l'analyse de la séquestration du carbone, à cartographier les habitats d'espèces sauvages ou la surveillance des écosystèmes, parmi tant d'autres objectifs. Finalement, si on parle de partenariat, les communautés pour nous sont des partenaires essentiels pour la restauration et la préservation des écosystèmes en Amérique du Nord. Le partenariat nord-américain pour l'action communautaire en environnement est un programme de subvention communautaire qui encourage la participation des collectivités locales et autochtones. Le programme finance des initiatives axées sur le renforcement de la capacité des collectivités à se préparer, à réagir et à s'adapter à des événements extrêmes comme les sécheresses, les inondations, les feux non contrôlés et les températures extrêmes qui découlent des changements climatiques. À titre d'exemple, un des projets communautaires concerne des mesures d'atténuation des effets de sécheresse sur l'agriculture et la réduction des risques de catastrophes dans l'État de Puebla au Mexique. Un autre projet concerne le rétablissement des infrastructures naturelles afin d'améliorer la résilience face aux changements climatiques à Porto Rico. Alors, comme vous avez pu le constater, la Commission de coopération environnementale a un programme très diversifié. Je n'ai fait qu'effleurer, l'amplitude de nos travaux. Et vous avez pu constater comment la Commission se penche sur les questions cruciales de l'heure. Je vous incite donc à visiter le site Web de la CCE pour obtenir plus d'informations, accéder à nos publications et nos recherches. Et bien sûr, il me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci encore. Voilà, merci encore, Madame Nathalie Daoust, pour cette belle présentation de la CEE, qui est une commission, qui est la Commission de coopération environnementale et qui regroupe 3 pays, notamment le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, vous avez surtout parlé, vous avez commencé d'abord par remercier déjà BPW et également célébrer l'environnement et le partenariat qui lie BP Montréal à BP Sénégal. Et également la durée depuis quand vous avez commencé à travailler dans la commission et votre travail qui est plutôt stratégique et diplomatique. Vous avez précisé que vous n'êtes pas spécialiste de la question, mais que vous êtes surtout tourné vers les politiques et vous travaillez surtout avec les ministres de l'environnement des 3 pays pour vraiment tout ce qui est pour concevoir des outils novateurs pour l'environnement et également renforcement de capacités mutuelles entre ces pays. Et vous avez eu beaucoup de réalisations dans beaucoup de domaines. Vous avez réussi à conserver des habitats, vous avez réussi à développer des stratégies communes et adaptatives, et également la promotion de produits écologiques. Et également, vous avez réussi à sauvegarder plus de 146 000 hectares et également le retour de certains oiseaux, même dans beaucoup de domaines. Donc, il y a eu beaucoup également de systèmes, des outils comme des alertes précoces que vous avez développés pour prévenir la sécheresse, assurer la sécurité alimentaire, éviter le gaspillage alimentaire. Donc, beaucoup de solutions également pour éviter les déchets marins et également développer le partenariat parce que vous avez choisi les communautés comme partenaires cibles et c'est effectivement avec l'implication des communautés que l'on peut avoir des résultats probants. Donc, vous avez également invité les participants à aller visiter le site. Donc, s'ils ont besoin de plus d'informations et vous êtes disponible pour répondre aux questions. Donc, vraiment, merci encore pour cette présentation de la CEE qui est un organe très important pour, en tout cas, préserver les écosystèmes et assurer la biodiversité, qui est un élément central, indispensable. Merci encore pour cette présentation très exhaustive et très intéressante. Nous allons y revenir avec nos auditeurs. Certainement, il y a des questions, beaucoup d'intérêt que cela a soulevé. Je vais ensuite passer la parole à monsieur professeur Mamsa Mambaye. Est-ce qu'il est disponible? Alors, oui, bonjour. Professeur, oui. Voilà. Donc, si vous êtes prêt, donc ouais. nous sommes heureux en tout cas de vous avoir parmi nous. Nous vous remercions encore pour votre disponibilité et le temps que vous nous consacrez pour parler avec nous ces questions d'une extrême urgence, d'une extrême importance également. Voilà, donc je vous passe la parole et nous sommes tout oui, comme on dit, pour bénéficier de votre expertise. Hein? Je vous remercie, Madame Touré,
pour m'avoir donné la parole. Je remercie également le Business and Professional Women pour nous avoir fait cet honneur de participer à ce webinaire qui est très important pour nous et pour également l'auditoire. Remercier Madame Fall pour son intervention de départ. Également remercier tous les panélistes et les participants à ce webinaire. Je voudrais simplement partager avec vous quelques éléments sur cette thématique qui est extrêmement importante et très complexe à gérer. De notre perspective de prof d'université, c'est très compliqué à gérer, mais nous allons partager avec vous quelques éléments. Je ne sais pas si vous avez vu mon écran. Est-ce que... Oui, c'est bon, on voit l'écran. D'accord. Donc, je vais très rapidement faire la présentation selon en fait deux aspects, les notions et les concepts, parce que ici nous avons parlé de sécurité alimentaire et de restauration des écosystèmes. Il m'a semblé un peu utile de rappeler les deux notions. Et des pistes que véritablement des solutions toutes faites qu'on peut retenir. En tout cas, la sécurité alimentaire existe, comme l'a rappelé la présidente dans son allocution de départ, lorsque tous les êtres humains ont à tout moment la possibilité physique et sociale et économique de se procurer une nourriture satisfaisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Voilà un peu les différents éléments. J'ai souligné un peu en rouge les êtres humains. J'y reviendrai tout à l'heure pour voir notre positionnement par rapport à l'écosystème. On va y revenir et pour rappeler également que cette sécurité alimentaire, comme tout le monde le sait, a environ 4 dimensions. Certains disent 3. La disponibilité qui est d'avoir une quantité suffisante, soit par la production, l'importation ou bien les aides, mais aussi l'accessibilité qu'on met parfois ensemble avec la stabilité ou pour pouvoir acheter à des niveaux de prix bas avec des infrastructures qui puissent permettre de circuler, mais aussi l'accessibilité pendant tout le temps. C'est ce qu'on appelle stabilité dans l'autre axe. Et l'utilisation, si vous voulez, sanitaire normale ou qui permettent d'avoir un équilibre nutritionnel, la qualité sanitaire, et puis selon les préférences également socio-économiques. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est très complexe parce que c'est une dimension, la sécurité alimentaire, qui touche pratiquement tous les objectifs de développement durable. L'éradication de la faim, la lutte contre la faim, l'éradication de la pauvreté, l'accès à la santé, la réduction des inégalités, la justice, la paix. En repassant tous les 17 objectifs, on voit tout de suite des liens avec la sécurité alimentaire pour montrer toute l'importance de cet aspect-là pour la vie des personnes sur Terre. Et le deuxième aspect qu'on a mis côte à côte, c'est l'aspect écosystème, qui est un ensemble dynamique constitué d'éléments indissociables que sont le biotope, la biocénose, c'est-à-dire l'ensemble des organismes vivants, la biocénose, et l'ensemble, si vous voulez, la composante abiotique qui est le milieu de vie de ces organismes qui établissent des relations d'interdépendance en termes d'échange d'énergie et de matière. Et le réservoir abiotique avec le biotope avec ces 3 réservoirs, l'air, l'eau et la terre, et puis le réservoir biotique avec les êtres vivants. C'était vraiment pour des rappels et montrer que cet écosystème-là, si vous voulez, nous avons des éléments minéraux qui vont rentrer tout le temps dans le réservoir biotique à travers les producteurs que sont les végétaux. Ces producteurs vont transformer, vont complexifier les éléments minéraux en éléments organiques qui seront transformés, réduits en éléments minéraux à leur tour par les consommateurs et le cycle reprend. Et de ce point de vue-là, nous avons tout le temps un cycle
de la matière qui rentre dans le réservoir biotique, qui en sort et qui rentre également dans le réservoir abiotique et qui en sort. Et avec l'énergie, le soleil et autres qui sont utilisés pour nous permettre un peu de vivre. Et ces trois compartiments, l'environnement, les végétaux et les champignons que j'ai mis dans autres, les animaux forment des éléments indissociables en termes de chaîne alimentaire, en termes de chaîne trophique, de telle sorte que si on touche à un des environnements, on risque de toucher à l'autre environnement. C'est tout ce qui donne la pertinence à cette thématique aujourd'hui-là sur laquelle nous sommes appelés à discuter, la sécurité alimentaire. Donc, comment est-ce que la restauration, la préservation de la sécurité alimentaire, des écosystèmes peut constituer un défi majeur pour la sécurité alimentaire. Alors, je me suis posé un certain nombre de questions. Le problème, c'est quoi? Le premier problème que nous avons en réalité, je m'excuse, c'est la prétention de l'homme. Je l'ai souligné quand je définissais la sécurité alimentaire, c'est quand on disait qu'il faut fournir à l'être humain tous les aliments à tout moment. Donc, on ne se positionne pas comme un élément de l'ensemble, mais on se positionne comme quelqu'un à qui appartient l'ensemble. Et donc, on se permet des manipulations, on se permet des éléments qui entraînent des déséquilibres fondamentaux, qui entraînent des ruptures, des perturbations. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à des situations où on est obligé de parler de restauration, de préservation de la biodiversité, si nous voulons continuer à vivre. Parce que je l'ai montré tout à l'heure en parlant d'écosystèmes, nous dépendons des producteurs qui vont également fournir des éléments minéraux en les complexifiant en éléments organiques aux consommateurs que nous allons utiliser et ainsi de suite. Et donc, nous dépendons d'un ensemble, mais si on se positionne comme étant l'élément primordial et pour lequel tout doit tourner autour, ça entraîne des problèmes. C'est ça qui est le premier problème au niveau de cette question-là, centrale, si on veut trouver des réponses. Alors, les conséquences, elles sont énormes. J'en cite juste quelques-unes. Nous avons dégradé l'environnement parce qu'aujourd'hui, la déforestation, si vous prenez le cas du Sénégal, aller vers l'est du pays, vers le sud du pays, nous avons coupé nos arbres, nous avons véritablement endommagé très terriblement notre environnement et ce qui se répercute sur nous de façon indubitable. Le réchauffement climatique aujourd'hui et avec les corollaires, hein, l'insécurité alimentaire. Nous n'avons plus l'accès à l'alimentation à tout moment, partout, et l'insécurité sanitaire. Nous vivons un moment assez douloureux pendant ces 2 années-là de l'humanité, la COVID-19, mais aussi des menaces sur la biodiversité, parce que la biodiversité est extrêmement importante. Quand on a dit tout à l'heure, l'écosystème, c'est le biotope, c'est la biocénose. La biocénose, l'ensemble des organismes vivants, mais ces organismes ont une utilité les uns par rapport aux autres. Et si on en perd, on peut créer des problèmes et des dommages sur les autres compartiments. Alors, je me posais la question, en quoi c'est la préservation et la restauration des écosystèmes sont fondamentales pour une sécurité alimentaire durable. Et l'élément qui me vient en tête, c'est que tous les aspects, toutes les dimensions de la sécurité alimentaire sont en rapport direct avec les écosystèmes. On n'en sort pas. C'est-à-dire que si on n'a plus de sol pour produire, c'est un problème. Le sol, c'est une partie de l'écosystème. Si les sols ne sont plus riches, c'est un problème. Le sol, la fertilité du sol, c'est un élément de l'écosystème. Si il y a une modification dans la pluviométrie, c'est un problème. C'est également un élément de l'écosystème. Si on a des problèmes d'inondation, d'infrastructures, d'ensablement, on se retrouve dans des problèmes de circulation des produits, c'est également des éléments de l'écosystème. Si on a des microbes, des éléments qui rentrent dans notre alimentation, ça entraîne des problèmes de maladies. Exemple, la COVID, c'est également des éléments d'écosystème où on a certainement manipulé quelque chose qu'on ne devait pas manipuler et qui a entraîné des dégâts. Donc, ça veut dire que l'écosystème est central quand on parle de questions de sécurité alimentaire. Et donc, pourquoi
les préserver. Quelques éléments également ici, parce que pour les écosystèmes, un écosystème sain est également un puits de carbone. Si vous avez une bonne forêt, c'est un puits de carbone et ça permet un peu de juguler le réchauffement climatique. Si nous avons un écosystème sain, nous avons une grande diversité d'espèces animales, végétales, fongiques, là aussi, sources d'alimentation, d'équilibre écologique, de services écosystémiques. Et donc, si nous avons également des sols en bon état, c'est des réservoirs de nutriments pour permettre la production de plantes de bonne qualité. Et la restauration de ces écosystèmes est également quelque chose qui permet de générer des revenus à travers les services écosystémiques. Il y en a des services d'approvisionnement, des services de soutien, des services qui peuvent être commercialisés, qui peuvent nous permettre d'avoir des revenus pour les populations rurales, pour les populations défavorisées. Mais aussi, cette restauration peut également créer des emplois. Et aujourd'hui, on en voit beaucoup d'innovations au Sénégal. Vous avez la Grande Muraille Verte qui est vraiment un événement. Je voulais un outil autour duquel on pourra travailler et permettre d'avoir beaucoup d'emplois verts. Et je vois qu'avec l'Agence de la reforestation, il y a énormément d'emplois, 7000 si je ne me trompe, qui ont été mis à disposition de cette agence-là pour leur permettre de restaurer ces écosystèmes pour le bien-être des populations. Ce qu'il faut faire, bon, ça c'est assez connu, prévenir, enrayer et inverser la dégradation des écosystèmes. C'est même le programme des Nations Unies qui le veut ainsi, rendre les systèmes agricoles plus productifs, plus efficaces et plus durables en intégrant des lignes, en intégrant des éléments, je reviens tout à l'heure, ramener les écosystèmes à leur capacité de production maximale et assurer des activités qui garantissent l'équilibre des écosystèmes. Je voulais terminer en simplement voyant l'expérience de l'UCAD dans ce domaine. En matière de recherche, il y a énormément de projets autour de la sécurité alimentaire qui sont en train de dérouler. Dans le domaine de l'agroécologie, nous sommes en train de diversifier les formations. Dans le département que je connais le mieux, nous avons des masters en agroforesterie, écologie et adaptation, des masters en taxonomie, biodiversité, en biotechnologie végétale. Nous travaillons beaucoup dans la professionnalisation avec des licences professionnelles. Nous allons beaucoup sur le terrain, des schoolfields, et il y a 3 centres d'excellence aujourd'hui financés par la Banque mondiale qui peuvent permettre de travailler autour de ces aspects, l'un sur l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'autre pour l'agriculture et l'environnement, l'autre pour la santé de la mère et de l'enfant. Nous déroulons également des programmes que l'on appelle le programme UCAD rural, où nous travaillons dans l'autonomisation des femmes, où en milieu rural, nous travaillons à mettre en place des systèmes agroforestiers à l'intérieur desquels nous faisons des productions toute l'année, de production de diverses plantes maraîchères, des plantes de culture pluviale, en faisant des formations, si vous regardez bien les images des formations des dames. Surtout, nous travaillons beaucoup avec les dames et ça nous a permis même de diversifier les productions, de promouvoir l'agroforesterie, de gagner des revenus pour les dames. Ici, là, dans la photo, ce sont nos dames qui sont en train de faire leur compte, et même de gagner un prix au niveau local avec Enda Ecopop qui avait organisé un prix de leadership local dans la catégorie engagement citoyen. En somme, si je reprends la FAO, la restauration des écosystèmes est une étape cruciale dans l'élimination de la pauvreté et de la faim et de la malnutrition dans le contexte d'une population humaine en expansion et du besoin croissant de services écosystémiques, y compris dans le domaine de l'alimentation. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment améliorer les connaissances. Nous y sommes à l'UCAD en train de travailler autour de ces aspects-là, de diversification de la formation, surtout avec les dames aujourd'hui qui ont une grande, vraiment, il faut féliciter les dames au niveau de l'université. Il y a une grande proportion de femmes qui sont avec nous, qui travaillent beaucoup et dans les effectifs et qui nous donnent beaucoup de satisfaction. Il y a également la nécessité de définir des objectifs, des indicateurs clairs et mesurables. Quand on parle de restauration, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut et quand est-ce qu'on va y arriver. Mettre au point des stratégies de production innovantes, capitaliser les innovations paysannes. Il faut savoir que les paysans également ont beaucoup d'expérience qu'il faut capitaliser et mettre en œuvre des financements innovants et développés
vraiment le partenariat qui nous permettra de travailler autour de ces aspects en commun, de mettre ensemble nos acquis et de pouvoir travailler pour nos communautés, aussi bien les communautés sénégalaises, africaines, mais aussi les expériences, comme l'a dit tout à l'heure la première panéliste. Ce qui se passe ailleurs peut nous inspirer pour nous permettre ensemble de pouvoir dérouler des programmes qui nous permettront de mieux restaurer ces écosystèmes, de les préserver pour le bien, je dirais même de toute l'humanité, réfléchir local, mais penser également global au niveau de toutes les activités. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, merci encore, fameux professeur, vraiment pour cette très belle présentation, encore très, très instructive. Vraiment, nous avons beaucoup appris de cette présentation concernant les efforts du Sénégal. Je vais juste résumer en bref ce que vous avez dit. Vous avez parlé des notions d'abord et des concepts, également de restauration et de biodiversité et autres. Et vous avez également parlé de la sécurité alimentaire. Vous avez donné la définition de la sécurité alimentaire, qui est un objectif qui regroupe tous les 17 objectifs de développement durable développés par les Nations Unies. Donc, vous êtes revenu sur la définition de l'écosystème, qui est un biotope, biocénose. Vous avez parlé de abiotique, voilà, de tous ces aspects scientifiques, le renforcement des capacités, et également la restauration. Et vous avez surtout mis l'accent, souligné le fait qu'il faut avoir des objectifs mesurables, effectivement, des objectifs très clairs, mesurables, et avoir des financements innovants. Nous devons réfléchir local et penser global. Encore merci beaucoup pour cette analyse. On sent vraiment le professionnel qui parle et nous vous en félicitons. En tout cas, nous nous réjouissons en tout cas de votre engagement et je sais que BPW va en tirer le maximum de bénéfices. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre dernier intervenant, qui est M. Bounama Dieye également. Est-ce qu'il est là, M. Dieye? Je commencerai par remercier toute l'équipe de BPW pour cette initiative. Mais j'ai également aimé les présentations de Mme Fall. Au départ, je me disais que ce sont des féministes qui se sont réunis. Et à écouter les présentations, je vois que ce sont des personnes engagées pour le développement humain, pour une équité et égalité pour le développement des sociétés. C'est ce que j'ai compris. Mais au départ, j'avais quelques suspicions. Je l'ai même dit à Adama, que je remercie au passage, m'a invité à cette invitation, à ce panel. Parce que je me disais que d'habitude, si les femmes se réunissent, c'est pour comploter contre les hommes. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on vous en remercie infiniment. Donc, merci de nous avoir conviés à ce panel. J'en profite également pour remercier les deux panélistes que sont Mme Nathalie, mais je connais bien, qui est vraiment un éminent scientifique qui travaille dans ce domaine depuis beaucoup d'années. Donc, ce thème qui nous réunit aujourd'hui, qui est le thème de la Journée mondiale de l'environnement, la préservation et la restauration des écosystèmes, un défi pour une sécurité alimentaire durable. Donc, pour moi, j'ai porté ma réflexion sur une analyse basique, pas académique, comme l'a fait le professeur, mais je me dis également que ce sont des approches complémentaires. Parce que, en écoutant sa présentation, je me suis dit que je n'ai pas fait hors sujet, mais je l'ai traité de façon locale que je vais vous présenter. Donc, ici, j'ai essayé, dans la compréhension, de limiter ma réflexion au niveau du Sénégal. Pour nous dire, au Sénégal, quel est le cliché qu'on a par rapport à nos écosystèmes. Pour nous dire qu'on a combien d'écosystèmes en termes de milieux? On a des écosystèmes forestiers, des écosystèmes agricoles, fluviaux, lacustres, marins et côtiers. Donc, c'est le panel, c'est la palette d'écosystèmes que nous avons au Sénégal. Et ces écosystèmes nous offrent une diversité d'alimentation
sur le plan animal comme végétal. Et ça couvre en moyenne pour plus de 80% des besoins alimentaires et nutritionnels. Donc, c'est un vivier important à ne pas négliger qu'on doit prendre en compte dans notre analyse. Donc, on a eu à rappeler ces écosystèmes existants. Mais nous dire également que ces écosystèmes ne sont pas intacts, comme nous avions eu à les recevoir de nos aïeux ou bien de nos anciens parents. Ces écosystèmes, au fil des années et des décennies, ont eu à subir des modifications importantes avec des intensités variées. Impactent de façon notoire ces écosystèmes et influent de façon notoire sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Aujourd'hui, de façon très simple, comme l'a évoqué le professeur Mbaye, nous avons connu l'expansion des terres agricoles dans toutes les zones agroécologiques du Sénégal. Ça, on peut le constater. Nous pouvons également dire qu'il y a une surexploitation des ressources biologiques. Je dis ressources biologiques au niveau des différents écosystèmes terrestres, marins, lacustres et autres. Mais également, il y a le surpâturage qui est constaté dans des différentes zones agroécologiques et surtout la zone sylvopastorale. Et les feux de brousse qu'on compte d'année en année. Et puis le centre de suivi écologique nous fait chaque année un éventail assez complexe et puis assez alarmant des feux de brousse qu'on constate dans les différentes zones, dans les différents foyers. Mais également, il y a les plantes, les espèces envahissantes, surtout les espèces envahissantes qu'on voit dans différentes zones agroécologiques, dans les zones humides. Là également, c'est un élément à prendre en compte dans la santé des écosystèmes. Il y a également l'urbanisation croissante. Ça, on le constate au niveau mondial, mais au niveau de nos pays sous-développés, on a une augmentation croissante de l'urbanisation et puis du développement humain. Mais un élément non moins important, c'est le changement climatique, avec ses effets, ses affres qui impactent différents secteurs, mais dont l'élément remarquable, ce sont ses effets sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Et ça nous ramène à nous dire aujourd'hui, regorge ces écosystèmes. Si aujourd'hui, on se dit que ces écosystèmes couvrent les milieux marins, lacustres et autres. Donc, on est obligé de nous penser sur une analyse très simple. Quels sont les services écosystémiques apportés par les écosystèmes? De l'analyse, comme l'a fait le professeur, on a eu à comprendre que les écosystèmes ont des composantes écologiques qui nous donnent des informations sur la chimie, la physique ou bien la biologie de ces écosystèmes qui interagissent de façon complexe, mais nous donnent des fonctions de ces écosystèmes. Les écosystèmes aujourd'hui, comme on peut le constater dans toute la littérature, ont un rôle de production. Les écosystèmes également jouent un rôle de régulation, un rôle culturel et un rôle de soutien. Donc, on pouvait aujourd'hui porter notre réflexion de façon globale sur les différentes caractéristiques, les liens et les fonctions, mais nous avons voulu restreindre notre analyse sur les fonctions des écosystèmes en l'analysant sur l'approche système écosystémique. Ça nous ramène à nous dire quelle est la valeur ou bien quelles sont les valeurs économiques totales de ces écosystèmes. Et ça nous pousse à nous dire qu'il y a deux valeurs, la valeur d'usage, la valeur de non-usage. Et ça nous pousse véritablement à nous dire qu'il y a des valeurs d'usage direct, comme on a eu à le constater ici, avec les fonctions de production, mais également des valeurs d'usage indirect qu'on constate de ces services écosystémiques qui jouent un rôle de régulation en jouant une sorte d'éponge ou bien de régulation pour faire face aux inondations et autres, mais également faire face à l'érosion et autres. Donc, ce sont des interactions qu'on constate au niveau des écosystèmes. Mais également, il y a des valeurs de non-usage. Parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous héritons de ces écosystèmes et nous devons les léguer à nos générations futures. Donc, nous avons obligation
de les préserver, de les conserver, mais également de les donner beaucoup plus de valeur. Mais ça nous pousse également de nous pousser une réflexion assez précieuse. Qu'est-ce qu'on peut tirer en mieux des écosystèmes pour renforcer notre équilibre avec une recherche scientifique poussée qui nous permettrait véritablement de trouver les solutions sur le plan pharmaceutique, médicinal et autres. Mais également, nous dire que ces écosystèmes également, ce sont des habitats qu'il faut préserver. Parce qu'aujourd'hui, si certains écosystèmes disparaissent, certaines espèces également le feront. Donc, l'habitat ou bien l'écosystème, parfois, est intimement lié à certaines espèces qui ont du mal à s'adapter dans d'autres écosystèmes. Donc, si cela est soutenu, compris par les différents acteurs, nous devrions véritablement faire des efforts pour nous dire que les écosystèmes ont des valeurs qu'il faudrait préserver. Mais d'habitude, l'humanité ne fait pas cet effort de compréhension de ce qu'il a. L'effort est souvent fait après avoir perdu ce qu'on a. Je prends un cas simple. Parfois, on n'arrive pas à analyser quel est l'impact de la destruction des forêts, l'impact de l'inondation, la perte d'existence et autres, les pertes de récolte. Les gens n'arrivent pas à réfléchir que c'est lié aux écosystèmes qui sont dégradés. Mais d'habitude, ce qui est fait, c'est après avoir eu des pertes de récolte ou bien des inondations ou bien qu'on arrive à nous poser des réflexions et puis analyser qu'est-ce qu'on a perdu. C'est ça la remarque, c'est ça la tendance pratiquement de tous nos pays. Ce qui nous a poussé, par exemple, il y a une étude récente qui a été faite en 2015 qui nous a montré que les coûts des pertes en écosystème étaient évalués à environ 270 milliards par an, ce qui est un coût énorme. Mais en lieu et place, qu'est-ce qu'on a eu à dépenser en termes de compensation pour préserver et restaurer ces espèces? L'humanité, de façon globale, a mis autour de 9 milliards. Mais on a constaté qu'on a perdu plus de 270 milliards. Donc, la réflexe mathématique simple devrait nous pousser à nous dire que pour restaurer, pour replacer les écosystèmes dans leur milieu, il nous faudrait au moins mettre autant d'argent que ce qu'on a perdu, mettre l'équilibré. Mais si cette tendance continue, d'année en année, on risque de nous retrouver avec des milieux dégradés, dénudés, pour lesquels nous aurions du mal à les donner en restitution à nos enfants, à nos petits-enfants, etc. Et cette perte constatée ont des répercussions de façon notoire sur la sécurité alimentaire. Je vais en revenir. Là également, je ne vais pas insister parce que le professeur l'a bien expliqué que les piliers de la sécurité alimentaire sont la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation et la stabilité. En présentant ici les systèmes écosystémiques, on s'est dit que les écosystèmes ont un rôle de production. Donc, ça nous ramène de façon simple à l'assimiler au rôle de disponibilité des ressources, mais également aux différents piliers existants que sont l'accessibilité physique et autres, l'utilisation avec une alimentation équilibrée, mais la stabilité en termes de prix et autres. Donc, cette stabilité est un pilier, cette disponibilité qui est un pilier de la sécurité alimentaire nous pousse à nous dire aujourd'hui qu'est-ce que les écosystèmes proposent comme à la sécurité alimentaire en termes de disponibilité. On se dit que les écosystèmes nous donnent, c'est dans les écosystèmes qu'on développe l'agriculture. Si je prends le cas du Sénégal, cette agriculture fortement dépendante de la pluviométrie, mais également des conditions d'une agriculture avec une biodiversité qui s'y repose, nous contribue pour autour de 7,1% sur le PIB et joue de façon manifeste sur la balance commerciale. Rien que pour l'agriculture.
Et puis aujourd'hui, on qui était fait auparavant avec ces systèmes devrait être une approche innovante qui nous permet d'avoir une agriculture productive, préserver les écosystèmes et les milieux différents, de sorte que cette interconnexion entre les différents milieux puisse avoir lieu et que ça nous permet totalement d'avoir une biodiversité qui répond à tous nos besoins. Donc, on peut le dire sur l'agriculture en termes de disponibilité, comme on peut le dire également sur la pêche. Parce que les ressources tirées de la pêche viennent d'un autre écosystème qui est l'écosystème marin. Lacustre, fluvial et autres qui nous donnent, qui contribuent pour plus de 7,5% sur le PIB, qui également, sur le plan monétaire, donne une contribution de plus de 250 milliards. Donc, aujourd'hui, ce secteur n'est pas à négliger, d'autant plus que c'est un secteur qui joue un rôle sur l'employabilité des jeunes et des femmes. Et puis, on a eu à recenser chaque année, d'après certaines statistiques, il y a au moins 600 000 personnes qui travaillent dans ce secteur. Je prends également le cas de l'élevage. Je peux en dire autant. Aujourd'hui, on a alimentaire en viande, lait et autres, en peau et autres. Donc aujourd'hui, ce secteur qui est aujourd'hui dépend d'un écosystème particulier mérite d'être également valorisé, mérite d'être protégé pour qu'il puisse répondre effectivement aux besoins attendus de ce sous-secteur. Et puis je vais également pisser sur l'aspect de la biodiversité, parce qu'on connaît qu'au Sénégal, c'est un pays sous-développé, où les populations dépendent de nos biodiversités, surtout de nos ressources ligneuses pour l'énergie. Mais également, on dépend de ces ressources forestières pour une bonne partie de notre alimentation, surtout pour les populations en milieu rural et autres. Donc, cette biodiversité nous arrive à satisfaire l'essentiel de nos besoins alimentaires, comme les produits halieutiques, les produits de la chasse, les produits forestiers, les produits d'agriculture, d'élevage et autres. Donc, on peut dire de façon très simple que cette biodiversité contribue de façon manifeste à la sécurité alimentaire et à la nutrition des populations. Maintenant, aujourd'hui, nos écosystèmes sont dégradés à l'échelle planétaire, surtout même à l'échelle nationale. Mais il nous est un peu difficile, ce qu'on n'a pas eu à faire pendant presque des décennies, à faire une évaluation du potentiel ou bien de la valeur économique de nos écosystèmes. Ce qui fait que les subventions ou bien les ressources sont mises ailleurs, bien que tous les secteurs sont prioritaires. Mais aujourd'hui, si on avait évalué les valeurs économiques de nos différents secteurs, nous aurions eu à mettre le paquet sur la restauration, la valorisation de ces écosystèmes pour avoir une agriculture durable, un élevage durable, une pêche durable et une conservation optimale de notre biodiversité. Mais heureusement, comme l'a évoqué le professeur, le Sénégal s'est engagé à signer de ces 17 ODD, recoupe la thématique sur la journée mondiale de l'environnement, la préservation, la conservation des écosystèmes, donc la durable qui est mise en place et suivie. Donc, on peut s'en féliciter tout en dire qu'il y a des efforts en vue. Et puis, un autre élément qui me paraît important, c'est l'année passée, quand le président de la République dégageait une orientation politique forte pour pousser le Sénégal vers un PSE vert. Mais je me dis que certains ont compris, d'autres n'ont pas compris. Certains pensent que le PSE vert, c'est le PSE reverdi. C'est un PSE vert, certes, mais sobre en carbone, agricole, pastoral, de la pêche naturelle et autres, devrait avoir une approche écosystémique de développement et de restauration. Les effets des changements climatiques et a mis pratiquement l'essentiel des produits. On a un défi qui nous engage tous, c'est la mise à l'échelle des pratiques connues d'agriculture intelligente face au climat, les pratiques de restauration et de valorisation
Tout récemment, j'ai vu des approches innovantes, surtout du côté du ministère. Et puis, j'en ai même constaté l'année passée, il y a 2 ans de cela, on dit, et puis il y a récemment l'aire protégée de Yoff, l'aire protégée, une réserve urbaine naturelle de Yoff qu'on compte valoriser pour véritablement de plein fouet cette pression urbaine de la pente. Et puis à côté de ça, il y a des lois, des dispositions mises en place au niveau national. Dire qu'aujourd'hui, nous voulons défendre, nous voulons protéger nos écosystèmes, d'accord, et scientifiques, engager les organisations, ces gens de réflexion pour qu'on puisse véritablement poser le débat et surtout trouver des solutions qui arrangeraient l'opinion internationale, qui arrangerait le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Merci. Voilà, merci encore, Monsieur Jay. Et nous nous excusons vraiment de la qualité du son. Des fois, il y a eu des pertes, mais bon, on a réussi à avoir vraiment l'essentiel. Je sais qu'on a capté l'essentiel. Donc, en tout cas, nous vous remercions pour votre présentation, pour les efforts que vous avez fait également pour régler ces problèmes techniques, des fois qui nous dépassent, qui sont hors de notre contrôle. Mais heureusement, vous avez réussi à y remédier. Donc, votre présentation, vous avez commencé d'abord par remercier BPW, l'invitation également, et féliciter également BPW Sénégal pour le travail qu'elles font, et qui n'est pas un travail juste féministe, mais qui est vraiment, qui abonde dans le sens du développement et de l'autonomisation des femmes, que vous avez salué. Donc, votre présentation est venue en appoint à celle faite par professeur Mbaye, surtout vous avez précisé que c'est une réflexion basique, mais complémentaire, et qui se limite surtout au Sénégal. Donc, vous avez parlé de l'importance des écosystèmes forestiers, agricoles, fluviaux, lacustres, les milieux marins, les milieux côtiers, comment ces écosystèmes sont importants et comment leur modification a entraîné des impacts et a eu des impacts très négatifs sur la sécurité alimentaire, la nutrition, l'expansion également, d'autres problèmes, d'autres facteurs que cela a contribué, tels que l'expansion des terres agricoles, la surexploitation des feux, surexploitation des terres, les feux de brousse, espèces envahissantes et autres, les changements climatiques. Donc, vous avez signalé en tout cas 2 valeurs qui sont les valeurs de l'écosystème, qui sont des valeurs d'usage direct et une valeur d'usage indirect, et l'obligation de protéger ces écosystèmes. Comment est-ce que ça peut nous protéger? Parce que vous avez souligné que les pertes dues à l'écosystème sont évaluées à 270 milliards par an en termes d'inondations, de récoltes, d'érosion et autres, alors que les dépenses qu'on fait pour restaurer l'écosystème est seulement de 9 milliards, c'est qu'il y a un grand gap à juguler. Donc, pour remplacer tout ce qui est perdu, donc vous recommandez fortement que l'on dépense autant que ce que l'on a perdu, ce qui est vraiment, ce qui fait du sens vraiment, et ce qui est pour avoir au moins cet équilibre. Donc la tendance, en tout cas, vous l'avez souligné, que en tout cas la dégradation est pose d'énormes problèmes à la sécurité alimentaire, et vous avez souligné les piliers de la sécurité alimentaire qui sont la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation, et qui mènent à la stabilité de nos écosystèmes. Donc, vous avez proposé également le Sénégal, en utilisant l'écosystème, comment est-ce que cela pèse sur l'agriculture du Sénégal, qui est basée entièrement sur la pluviométrie, que l'agriculture représente 7,1% du PIB, la pêche 7,5% du PIB, et qui, en termes chiffrés, qui représente 250 milliards et une employabilité des femmes et des jeunes de 600 000. L'élevage également. Donc, vous avez vraiment parcouru l'impact économique de la préservation de l'écosystème. Comment est-ce que si on préserve l'écosystème, on peut en tout cas avoir cette sécurité alimentaire, cette tranquillité, alors que si on néglige ces aspects de l'écosystème, cela va avoir des conséquences très, très néfastes. Et l'utilisation des ressources ligneuses également pour l'énergie, tout cela également pose des problèmes à l'écosystème. Donc, on doit également, vous avez également souligné qu'il n'y a pas d'évaluation des ressources de l'écosystème et que ces ressources sont allouées ailleurs, et qu'on ferait mieux, en tout cas, d'investir sur l'agriculture, l'élevage et la pêche
parce que cet écosystème, avoir cette sécurité alimentaire recoupe tous les 17 objectifs de développement durable, comme le professeur Mbaye l'avait souligné précédemment, vous également, vous l'avez souligné, et que heureusement, la lueur d'espoir que nous pouvons avoir, c'est qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits au niveau des pays, également en particulier au Sénégal. Le chef d'État a insisté l'année dernière sur le PSE vert. Vous avez parlé d'autres accords internationaux, tels que les accords de Paris. Il y a également d'autres initiatives qui sont en place maintenant pour avoir des agricultures intelligentes et dans d'autres domaines, avoir une approche innovante et surtout avoir un bon financement pour pouvoir au moins atteindre cet objectif ou bien relever le défi, en tout cas de cette restauration des écosystèmes. Donc, en un mot, voici ce que j'ai retenu de votre présentation. Et maintenant, je pense qu'on va peut-être ouvrir les débats, donner l'occasion à nos intervenants, à nos auditeurs de participer, de poser des questions par rapport à ces trois différentes présentations. D'abord, saluer la présentation de Mme Fatou au début, qui a parlé de l'historique des BPW, les BP international au Sénégal, le travail colossal que vous êtes en train d'abattre, est très louable et que nous souhaitons plein succès. Et la présentation de Mme Nathalie Daous qui a donné un exemple très concret, en tout cas de la CEE, des réalisations qu'elles ont obtenues dans ce projet de restauration, de préservation des écosystèmes en termes chiffrés également et avec des objectifs vraiment mesurables. Je pense qu'au Sénégal, c'est là où nous devons arriver, avoir des objectifs mesurables, avoir des objectifs clairs et mesurables. Donc, on espère avoir, en tout cas, il y a beaucoup d'initiatives, mais on espère cette évaluation que tout le monde a souligné que ça manque au Sénégal. Professeur Mbaye qui est de plein fouet en train vraiment dans le développement avec les femmes, avec beaucoup d'initiatives UCAD rural, beaucoup de projets de restauration, de préservation de l'écosystème, et M. Dieye également, qui a montré l'impact économique de cette préservation. Comment est-ce que cela vraiment contribuerait à atteindre les objectifs de développement durable, à assurer la sécurité alimentaire, qui est un pilier central. Voilà, donc en un mot, voici les présentations que nous avons suivies et qui sont de haute facture. Donc, nous sommes, en tout cas, à vous. Si vous avez des questions, en tout cas, nous vous invitons vraiment à poser des questions, parce que ce sont des sujets d'actualité qui sont extrêmement importants et qui nous interpellent tous en tant que citoyens. Que l'on soit professionnel ou non professionnel, nous faisons tous partie de l'écosystème. Nous avons tous besoin de cette biodiversité. Donc, les débats sont ouverts. Donc, vous pouvez envoyer vos questions, soit lever la main. Voilà, je vois déjà des mains levées. Voilà, donc je vois la main de... Attendez un instant. Alors, vous pouvez lever la main ou bien écrire sur la boîte. Voilà, donc la main de Rufina. Rufina, vous avez la parole. Et après, Adama Faye. On va donner après Rufina, Adama va prendre la parole. Rufina, allez-y. Bonjour à tout le monde. Je voudrais remercier Fatou Kiné qui m'a invité à ce webinaire. Je suis la présidente de l'OWSD, une organisation de femmes scientifiques dans les pays en développement. Présidente d'honneur de l'AFSEC Sénégal, Association des femmes pour la promotion des sciences et de la technologie au Sénégal. Je voudrais féliciter les présentateurs, les présentatrices, saluer M. Mbaye, saluer Benda, ma sœur, parce que je prends la parole là, parce que je dois courir, je dois sauter pour un autre webinaire avec le Canada. Donc, le sujet que vous abordez a longtemps été dans mes préoccupations, jusqu'à présent d'ailleurs, parce que c'est un sujet très, très important. C'est un sujet transversal qui touche tous les secteurs, qui touche tout le monde. Je vous félicite d'avoir choisi donc cette problématique de préservation des écosystèmes, de gestion durable des écosystèmes, parce que cela intéresse tout le monde. Je n'ai pas de questions particulières à poser, sauf vous dire d'aller de l'avant, parce que nous sommes avec vous
et peut-être nous prendrons un rendez-vous pour pouvoir essayer de travailler en partenariat avec votre association. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Madame Rufina, pour ces encouragements. Ces mots sont vraiment bien notés. En tout cas, nous réjouissons en tout cas de ce partenariat et nous sommes ravis de votre présence également et des efforts que vous avez faits pour prendre part à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci, c'est bien noté pour ces encouragements. Donc, nous allons passer la parole à Adama Faye. Allez-y. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. D'accord. Donc, merci beaucoup à BPW déjà pour l'organisation de ce webinaire qui est très important. Donc, je pense que déjà, je remercie les trois panélistes. Leur présentation était très bénéfique. Moi, personnellement, j'y ai beaucoup appris. Que ça soit ça ne vous dérangerait pas de mettre votre caméra, Adama, pour qu'on puisse vous voir au moins? J'utilise mon ordinateur, m'a fait bon. Donc, OK, voilà. C'est bon? Voilà, je dis que je bon, remercie les trois panélistes, que ce soit Madame Nathalie Daos, Monsieur Mbaye et aussi Monsieur Dieye, d'avoir accepté en tout cas dans ce panel-là, de présenter. Moi, donc, ce que je veux dire, c'est par rapport déjà au thème. Je pense que le programme des Nations Unies sur l'environnement a organisé ce thème-là dans un contexte particulier. Donc là, déjà, ne parlons même pas de Covid, mais il y a un contexte de croissance démographique. Donc, quand on parle d'écosystème, de sécurité alimentaire, moi, M. Dieye a parlé des valeurs. Déjà, moi, je vais parler déjà par rapport à nos modes de production. On sait qu'en fait, il y a une augmentation de la croissance de la population, donc notamment une demande croissante en nourriture. Donc, cette demande croissante en nourriture va avoir des corollaires. Donc, on le voit notamment à travers l'eau, la terre, les forêts, etc. Donc, chaque fois, en fait, on touche nos écosystèmes. Et là, moi, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi revoir aussi par rapport à la durabilité de nos systèmes de production? Donc, par rapport à nos modes de consommation, mais aussi par rapport à la gestion même de nos ressources naturelles. Donc, en vue d'apporter une solution. Parce que là, on cherche une solution durable, que ce soit pour la préservation, en tout cas, des écosystèmes, mais aussi pour une sécurité alimentaire durable. On sait que du point de vue de la sécurité alimentaire, le plus souvent, on mène souvent des opérations d'assistance alimentaire. Donc, c'est un éternel assistanat. Alors que M. Dieye l'a dit, la préservation des écosystèmes donc, a un coût. Donc, si nous ne le préservons pas, nous sommes en train de perdre. Il a donné un chiffre de plus de 200 et quelques milliards. Donc, c'est un coût énorme. De ce point de vue, moi, j'ai une question qui est adressée aussi bien à M. Dieye qu'à M. Mbaye. Donc, est-ce qu'il ne serait pas urgent, en tout cas, de réévaluer les politiques, mais aussi les stratégies et les programmes qui sont menés dans le but de préserver l'environnement, mais aussi d'atteindre une sécurité alimentaire? Là, c'est la première question. L'autre question, c'est pour Madame Nathalie Daos. Moi, j'ai vu, en tout cas, par rapport, j'ai noté ici la commission de coopération environnementale. J'ai vu qu'ils font beaucoup de choses. Et là, il serait bien. Donc, j'ai une question. Est-ce qu'en fait, la coopération travaille avec l'Afrique? Est-ce qu'il y a ils ont des projets en Afrique? Ça, c'est une question que je voudrais vraiment savoir, pour savoir, parce qu'elle a dit dans sa présentation, l'environnement n'est pas quelque chose de fermé, c'est très ouvert. Donc, est-ce qu'en fait, il y a une coopération entre la commission de coopération environnementale avec l'Afrique? Ça, ce sont les deux questions. Le reste, je vous remercie. Merci. Voilà, merci Adama pour ces questions très pertinentes, voilà, et qui sont vraiment, qui touchent vraiment en tout cas du doigt le problème. Donc, je pense qu'on peut procéder ainsi, on peut poser des questions, répondre en même temps. Donc, je vais donner la parole aux intervenants. La première question est posée à M. Mbaye et M. Dieye. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas réévaluer nos politiques également? Parce que vous avez donné des exemples concrets de l'importance des écosystèmes et de leur coût en termes de pertes. Voilà, donc quelle serait en tout cas votre approche sur cela? Quelle réponse donneriez-vous à cette question? M. Mbaye et M. Dieye, donc l'un peut répondre et après l'autre pourra suivre et on passera à la deuxième question. Voilà. Je vais répondre très rapidement à la question de Mme Faye.
je dirais, c'est même pas est-ce qu'on ne devrait pas, mais c'est une nécessité en réalité d'évaluer les politiques. Vous savez, ce qui se passe souvent dans nos pays, mais peut-être ailleurs aussi, c'est qu'on est très habile dans la définition des options stratégiques, des politiques, mais dans la mise en œuvre, il y a toujours, et ça c'est normal, quand on est dans les bureaux en train de travailler, quand on fait une belle analyse stratégique et qu'on définisse des objectifs stratégiques, des actions et autres, il y a tout le temps une différence entre les visions et ce qu'on observe sur le terrain. Et il est nécessaire à tout le temps de faire le suivi, évaluation, d'évaluer ce qu'on est en train de faire et d'en tirer des leçons pour avancer. Bon, et je suis sûr également qu'il y a tout un ensemble de programmes qui sont en train de les évaluer, de les faire, mais moi, l'avis que j'ai, c'est que souvent, il y a beaucoup de cloisonnement dans nos pays et les gens ne travaillent pas souvent ensemble pour mettre ensemble toutes les disciplines. Si vous regardez bien dans ma présentation, le dernier mot, je l'ai réservé au partenariat. Donc, il faudrait que les gens se retrouvent ensemble, que l'on puisse travailler en fonction de toutes les disciplines, les compétences pour essayer d'évaluer les choses et d'aller de l'avant. Et la mode faisant que on parle d'argent, si on parle d'argent, ça devient effet de mode et beaucoup de, je ne sais pas comment on peut les appeler, les prédateurs, il y a beaucoup des satellites qui vont tourner autour et qui vont créer peut-être même des programmes virtuels qui n'avanceront à rien parce qu'il y a l'argent derrière. Je ne veux pas trop m'avancer, mais il y a beaucoup d'exemples, mais quand même, le fait de mettre tout le temps l'argent au milieu, d'aller chercher des partenaires financiers autour de ces aspects-là, ça fait qu'il y a énormément d'enjeux et chacun voulant tirer parti du jeu également, ça pose souvent de petits problèmes. Mais la réponse exacte, c'est qu'il faut nécessairement faire le suivi, l'évaluation et après évaluation pas pour sanctionner, mais évaluation pour essayer de voir comment rediriger, comment amener des réponses par rapport aux problèmes que nous avons rencontrés sur le terrain. Notamment, c'est cela que m'inspire la question de Mme Faye, qui est très personnelle, que je félicite. Okay. Merci beaucoup, merci. Et Monsieur Dieye, vous voulez rajouter quelque chose? Bon, je voudrais rajouter quelque chose, mais pas beaucoup, pour dire que j'ai bien aimé la question d'Adama, mais là où j'ai un petit problème, quand elle parle de réévaluer, c'est comme si on a évalué. Moi, je pense que c'est comme l'a dit le professeur, on doit évaluer. Mais avant d'évaluer les politiques, on doit nous poser une réflexion. Comment nos politiques ou bien nos stratégies ont été bâties? Donc, c'est la réflexion qu'on devrait mettre en place pour nous dire qu'aujourd'hui, nos populations augmentent, nos écosystèmes sont dégradés, on doit bâtir des politiques de production qui doivent être durables, portant sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, mettant tous les acteurs autour de ce programme bien planifié, mais également mettre en place un dispositif d'évaluation indépendant. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Ce sont les acteurs qui exécutent, qui évaluent, qui s'évaluent même. Ce qui fait que d'habitude, l'évaluation est bon et tout est OK. Et aujourd'hui, on doit se départir de cette forme d'auto-évaluation, mais aller plus dans l'évaluation positive, l'évaluation progressive pour véritablement apporter des solutions, des améliorations qui nous permettraient d'aller vers une durabilité de nos modes de production. Donc, c'est l'analyse que j'ai, tout en remerciant Adama pour sa brillante question. Je voudrais finalement enfin souligner qu'Adama est ma collègue. Nous travaillons ensemble au sein du SNSA. Elle est chef de la division changement climatique. Donc, elle pose les questions, mais je sais qu'elle a les réflexions. Mais c'est bon également de pousser les... Stimuler le débat, oui. Très bien. À l'entendre parler, on sait qu'elle en sait quelque chose. Hein? C'est ça. Merci encore pour ces réponses très édifiantes. Donc, la deuxième question était pour Madame Nathalie
Après, on va prendre d'autres questions, s'il vous plaît. Hein. Donc, la deuxième question, c'était est-ce que la coopération CEE, parce qu'on a vu les résultats concrets que vous avez pu réaliser, est-ce que vous collaborez avec l'Afrique? Est-ce qu'il y a des projets, voilà, ou bien des initiatives avec l'Afrique? Madame Nathalie Daous. Alors, merci. Merci, Adama, pour cette bonne question. En fait, directement, il n'existe pas présentement de projet de coopération avec l'Afrique. Étant donné donc la mission de l'organisation qui est vraiment centrée sur les 3 pays d'Amérique du Nord et la collaboration entre les 3 pays. Néanmoins, avec les années, on est devenu, je pense, perçu à l'échelle internationale comme un modèle de coopération entre pays. Et donc, de plus en plus, la visibilité de ces travaux qu'on fait à l'échelle internationale est privilégiée comme une stratégie, disons, pour pouvoir partager nos expériences. Alors, dans cette optique-là, je pense que dans les années à venir, ou dans un futur proche aussi, ça sera possible d'envisager, je pense, du moins des échanges, un peu comme on le fait aujourd'hui, mais beaucoup plus à l'échelle beaucoup plus formelle. Alors, on pourra s'en reparler. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Si je peux juste faire un petit parallèle parce que, en fait, j'étais très intéressée par la question précédente, c'est-à-dire la question qui était posée à mes collègues panélistes. Je pense, si je peux me permettre, que ce sont les mêmes problématiques ici au niveau des politiques publiques, au niveau de comment on les a construits. Et je pense personnellement que le sentiment d'urgence qui est devant nous va forcer un changement de paradigme à l'échelle internationale. Du moins, je l'espère. Je pense que la restauration des écosystèmes, leur préservation va devenir un incontournable, essentiel. Alors, je pense qu'on peut quand même avoir espoir. Je pense que aussi, ce qui demeure, c'est l'importance des données probantes. Alors, comme les avait fournies M. Dieye, je pense que c'est essentiel d'avoir une mesure, finalement, faire la démonstration de la valeur des investissements pour l'environnement et pouvoir donc transformer la façon de faire de nos gouvernements, changer les objectifs sur lesquels ils sont basés, la croissance économique pouvant prendre différentes directions, comme on le sait. Alors, je pense qu'on peut avoir espoir. Merci. Voilà, merci beaucoup, l'espoir est permis. Voilà, donc il nous reste, on va faire vite, rapidement, il nous reste 10 minutes avant que Madame la Présidente clôture, parce qu'on doit clôturer à 18h. Mais on peut prendre, j'espère, 2 autres questions. Donc, il y a la main de monsieur, je ne sais pas, en tout cas de Bokungu. J'avais vu Fatkine également. Voilà, donc on va prendre ces 2 dernières questions avant de clôturer, avant de passer la parole à la Présidente pour les mots de clôture. Donc, Bokungu, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous et merci bien pour l'initiative. Je suis Bokungu Sawadogo Mariam. Ça vous dérangerait de mettre votre caméra au moins? Oh là là, non, ça ne vous dérange pas? Non, ça ne dérange pas. Voilà, merci. Voilà, merci. Je suis au Burkina Faso. Je suis la présidente de BPW Cascade Développement au niveau de la région des Cascades Banfora. Voilà, je suis les activités de Madame Fatou et elle m'a invitée à ce webinaire et ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai eu beaucoup d'informations au niveau des communications des panélistes et j'ai une toute petite préoccupation. C'est tout juste de savoir par rapport à l'action de l'homme sur la destruction de l'écosystème. Quelles sont les initiatives que le Sénégal met en œuvre pour pouvoir venir à bout de ce fléau. Et aussi, est-ce qu'il y a eu de l'amélioration? Est-ce que la population a compris que leur action constitue un véritable problème dans la restauration et la stabilisation de l'écosystème? Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Madame Bokungu, pour cette question extrêmement pertinente. Donc, on passe la parole directement aux panélistes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre rapidement? OK, merci. Permettez-moi de plonger. OK, donc, pour répondre à sa question, tout en la félicitant également d'avoir
pris la parole. Et puis, je connais bien sa région, Banfora, au Burkina Faso. Donc, pour dire que les efforts que le Sénégal est en train de faire par rapport à la dégradation des écosystèmes, aujourd'hui, je peux dire de façon très simple que l'année passée, le président de la République a pris un engagement fort par rapport au plan Sénégal émergent, qui est le PSE, en lui donnant une orientation écologique pour donner le ton aux différents sectoriels, aux différents secteurs, de sorte que les différents secteurs puissent développer une approche. Si c'est l'agriculture, développer l'agroécologie. Si c'est le milieu marin, développer une approche qui permet de conserver les habitats, les écosystèmes, la biodiversité et autres. Et récemment, il y a une politique de développement, d'emploi même des jeunes que le Sénégal a initiée. Et le Sénégal également a développé une approche qui mettrait des éco-gardes, des jeunes qui travailleraient dans les milieux à forte biodiversité ou bien les milieux des écosystèmes qui méritent d'être protégés. Donc, on travaille en ce sens et puis il y a également un effort qui est pris en ce sens. Mais je pense également que c'est un peu réducteur parce que si aujourd'hui ils connaissaient les valeurs de ces écosystèmes, ils devraient aller à un niveau supérieur. Parce qu'aujourd'hui, moi, je aime seulement taquiner certaines personnes pour dire que le ministère le plus important, le ministère au Sénégal qui devrait avoir le maximum, le plus de budget, c'est le ministère de l'Environnement parce qu'ils ont à préserver les écosystèmes. Mais aujourd'hui, avec cet éclatement, moi, je pense que l'agriculture doit développer une agriculture certes productiviste, mais qui préserve les écosystèmes agricoles. De même pour l'élevage, pour la pêche et autres. Donc, on est dans cette dynamique. Mais pour le faire, il faut des ressources. Donc, il nous faudrait cette conscience et puis orienter les ressources autour de cette problématique. Donc, c'est là l'idée que j'ai par rapport à ça, tout en donnant la parole à mes collègues pour me compléter. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que monsieur... À tout dire, je voulais juste remercier Madame Mobunkongo pour sa question. Comme je l'avais dit dans ma présentation, l'homme est central dans la destruction de son environnement. Et c'est ce qui se voit partout, et en particulier au Sénégal où vous avez le boom démographique, le besoin d'étendre les surfaces cultivées, et qui fait qu'aujourd'hui, on est en train d'empiéter beaucoup sur les forêts, mais aussi les services écosystémiques qui sont produits par la forêt. Le service d'approvisionnement fait que, également, les populations étant pauvres vont s'attaquer à tout ce qui est ligneux, que je l'ai dit, au sud du pays, ce qui entraîne vraiment des dommages. Mais pour le moment, il y a des actions que les gens mettent, mais c'est comme le disait Bounama tout à l'heure, l'élaboration de ces politiques et la mise en place d'objectifs et d'indicateurs qui sont clairs, mesurables, qui nous permettent d'arriver à bout de ces phénomènes. Parce que les populations, je travaille beaucoup avec les populations rurales, et quand vous arrivez, ils vous disent ce que vous voulez entendre la plupart du temps. Et quand vous partez, ils retournent dans leurs habitudes. Donc, parce que simplement, les politiques, quand on les fait, il faudra les co-construire avec les populations pour leur montrer l'importance de leur acte sur l'environnement. Pour ne pas être long, vraiment. Il y a beaucoup à dire, mais bon, je vais m'en arrêter là. D'accord. Oui, le sujet est extrêmement intéressant, appétissant. En tout cas, il y a à boire et à manger, hein, comme on dit. Ouais. Donc, on passe la parole, la dernière question. On prend la dernière question, c'est Fatou Kiné qui avait levé la main. On est pressé par le temps, malheureusement. Le débat est intéressant, mais malheureusement, on est pris de court par le temps. Fatou Kiné, vous voulez toujours poser votre question ou intervenir? Alors, merci beaucoup, Rokhaya. Voilà. Je remercie d'abord les panélistes parce que c'est très important. Et en passage, je vais remercier pour lui participer à ce panel. Il est vraiment très occupé et malgré ça, il est là pour cela. Et je le remercie et je remercie aussi Bounama qui a vraiment bien développé ce sujet. Et aussi Madame Daoustou, je vous remercie très bien. Donc, pour ce panel, je n'ai pas de questions particulières, mais je vais intervenir en tant que spécialiste que
pour juste appuyer ce qu'a dit professeur Mbaye tout de suite, la réflexion sur la sécurité alimentaire doit être de pair avec la conservation de la biodiversité. Parce que quand on voit tout le temps les gens parler de sécurité alimentaire, de valorisation des produits forestiers non ligneux, on ne pense pas souvent aux espèces qui utilisent aussi ces espèces-là. Quand on prend par exemple le sabas sénégalensis, le mad, c'est très prisé par l'homme, alors que aussi c'est très prisé par les singes et les autres espèces. Donc, à force de les utiliser et de façon non durable, ça peut avoir des conséquences sur la perte de la biodiversité. Il y a d'autres espèces aussi. Actuellement, comme moi, dans ma thèse, j'ai travaillé sur les nénuphars. Et pour la valorisation, je pense souvent à la valorisation, mais certes, il y a aussi des espèces comme certains oiseaux qui sont dépendants de ces espèces-là. Donc, pour la valorisation, il faut aussi prendre en compte l'aspect de la biodiversité. Donc, il en a parlé et il a bien développé cet aspect-là, de la même façon que ce qu'a fait professeur, ce qu'a fait les autres panélistes, et je vous remercie pour ça. Et pour l'organisation aussi, je remercie les membres de BPW, particulièrement Adama, qui s'est vraiment investi, et je remercie la présidente. Et merci beaucoup, Madame Touré. Voilà, merci beaucoup Fatou Kiné. En tout cas, c'est un effort collectif. Hein. Vous tous, vous avez mis la main à la pâte. C'est pourquoi, en tout cas, on a eu cette belle journée, ce beau webinaire avec ces discussions très intéressantes. Donc voilà, et donc il est -5, -6. Donc je vais passer la parole à la présidente, Fatou, pour son mot de clôture et également pour les mots de clôture des panélistes. Fatou, tu es là? Je suis là. Voilà, donc je vous passe la parole. Merci, Romokaya. Merci. Vraiment, pour cet effort. Tu ménages aucun effort pour le succès de cet événement. Et là, nous sommes très réconfortés déjà par vraiment une bonne médiation. Ça nous encourage à nous toutes sœurs BPW Sénégal. Donc là, nous sommes très réconfortés et très honorés, et nous tenons à remercier, vraiment un grand remerciement à tous nos panélistes, notamment Madame Daoust, Nathalie. Nous la félicitons pour cette belle présentation. Nous félicitons également le professeur Mams Sambambay et Monsieur Gay, vraiment par rapport à ces belles présentations. Donc, chers panélistes, permettez-moi de vous dire au nom de toutes un grand merci. Donc, la qualité première, ce que nous avons retenu, la qualité première des personnes serviables est de se mettre au service de la collectivité ou des causes porteuses de symboles, sans rien exiger en retour. Nous avons croisé vos chemins, je vais dire, et nous sommes reconnaissants de ces moments de partage. Notre vaste président, Dr Amani Asfour, avait l'habitude de prononcer ce proverbe africain. Si vous voulez aller vite, partez seul. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble. Donc là, vraiment, c'est un panel très enrichissant. Et je voudrais, pour terminer, dire notre engagement de mettre à la disposition de toutes nos sœurs ce formidable instrument d'épanouissement, afin que notre rêve de liberté d'entreprendre et de réussir soit accordé à tous les enfants de notre pays sans discrimination. Ainsi, nous invitons les femmes sénégalaises à adhérer à BPW Sénégal, déjà tout d'abord pour avoir la possibilité d'œuvrer et de militer pour la cause des femmes au Sénégal, pour participer à des événements au Sénégal et à l'étranger, congrès, les dîners-débats, etc., les assemblées, pour avoir accès à des formations ou ateliers sur les axes professionnels ou de développement personnel, pour enrichir ses compétences et travailler sur des thèmes concrets, pour recevoir un soutien et trouver un mentor qui puisse vous guider et vous conseiller. C'est pour échanger également vos idées autour de sujets concrets sur la vie professionnelle des femmes.
se créer un réseau de connaissances, découvrir des femmes actives intéressantes et de tout milieu professionnel. C'est s'inscrire sur les sites internationaux et nationaux et pouvoir échanger avec des adhérents du monde entier. C'est de rencontrer également lors de vos déplacements à l'étranger des femmes et échanger avec elles sur les problématiques de la vie courante et professionnelle. Et je tiens particulièrement à remercier Madame Bokungu. Il y a la présidente des Young BPW au Sénégal, à l'international plutôt, Odumi, qui a participé à cet événement. Il y a toutes nos consoeurs de l'international. Il y a Madame Inès Villagrès aussi. Nous sommes heureuses de vous retrouver dans ce panel et nous vous remercions. Je remercie à toutes et vous souhaite de passer un excellent week-end. Voilà, merci beaucoup Fatou. Donc, est-ce qu'il c'était prévu une photo de famille ou bien ce n'est plus la peine? Oui, oui, c'est prévu, c'est toujours prévu. Si voilà. Vous pouvez allumer la cam. Voilà, donc est-ce qu'il y a un dernier mot que les panélistes voudraient placer? Des panélistes voudraient dire leur dernier mot de oui, bien sûr. clôture? Oui. D'accord. Allô? Oui, je peux commencer si vous voulez. Oui, oui, allez-y. Honneur aux dames. La femme devant. Oui. Merci. Alors, écoutez, je vous remercie infiniment. Je pense que vous avez participé, en fait, à travers ce webinaire, à cet effort de sensibilisation qui est tellement important. Comme le disait Monsieur Mbaye, en fait, c'est de, rééduquer nos citoyens, rééduquer nos communautés quant à la place de l'humain dans l'écosystème, dans les écosystèmes et se voir comme un élément de l'ensemble. Et puis, je pense que c'est là la clé qu'on aura de façon intrinsèque cette compréhension comme les avaient nos ancêtres, les sociétés ancestrales. Je pense que déjà, on pourra tous participer à l'effort et influencer nos gouvernements. Alors, je vous remercie. Longue vie à BPW Sénégal. Ce fut un très grand plaisir. Merci beaucoup, Madame Daoud. Merci pour ces mots très réconfortants, très encourageants. Donc, nous passons la parole au professeur. Vos derniers mots? Voilà, c'est des mots de remerciement pour BPW Sénégal, pour nous avoir permis d'échanger avec des collègues sur ces questions qui sont des questions très cruciales sur, comme l'a dit Madame Daoud tout à l'heure, la place de l'homme dans l'écosystème. C'est ça qu'on doit revisiter, rééduquer les gens pour qu'on sache que tout ne nous est pas permis si nous voulons notre propre vie. Il nous faut considérer les autres comme étant des membres à part entière de l'écosystème, comme on le fait dans nos familles, en essayant de vivre en harmonie complètement avec les autres. Je voulais vous remercier vous-même, Madame la modératrice, pour cette belle modération. C'est la première fois que je vous vois, mais franchement, c'est un bel exercice que vous avez fait comme ça avec Madame Cissé, la présidente, Fatou Kiné, qui est avec moi dans le laboratoire, mais m'a obligé à participer. Je suis un peu souffrant, mais quand même, j'ai tenu à rester parce que, comme on le dit, l'adage, ce que femme veut, Dieu le veut. Dieu le veut. Et je suis très profondément Merci beaucoup. Merci pour tes efforts. J'aime bien l'autonomisation des femmes et je travaille beaucoup dans cet aspect au niveau national, international, avec mes partenaires, avec des programmes sur lesquels nous travaillons. Vous m'avez permis également de retrouver un ami de longue date que j'ai perdu de vue, je pense qu'il y a 20 ans, autour du parc de Djoudj Bounama, qui est véritablement quelqu'un que j'admire beaucoup. Mais par le fait qu'avec les carrières qui divergent, on s'est perdu de vue depuis longtemps, mais je pense qu'on s'est retrouvés pour de bon. Je ne le lâcherai pas. Et je voudrais vous remercier pour cette occasion que vous m'avez offerte quand même de m'adresser à tout ce beau panel-là et à ses collègues de l'étranger également. Je vous remercie. Absolument. Merci beaucoup. Merci encore pour ces gentils mots et pour ces sacrifices pour nous. Merci beaucoup. Nous en sommes toutes honorées. Merci encore. Voilà, donc la parole à M. Dieye. Votre dernier mot?
Merci, Madame la modératrice. Je ne vais pas reprendre les propos du professeur, mais vous avez bien modéré. Excellent moment. Merci. Maintenant, à l'endroit de Madame Cissé, bien que c'est une organisation de membres, mais moi, je veux être membre. Absolument. Donc, je revendique. Donc, si vous n'êtes pas féministe, acceptez que je sois membre de votre organisation. Donc, pour ça, également, j'en profite pour remercier Adama Faye, personnellement. Ce n'est pas parce que c'est ma collègue, mais c'est une personne engagée, déterminée pour ce travail. Elle m'a convaincu de façon très stratégique jusqu'à ce que j'accepte, mais je ne l'ai pas regretté. Donc, ce que je vous dis, votre organisation rayonne également à l'échelle nationale, africaine et même internationale. Parce que ce que vous êtes en train de faire est vraiment immense. Ce qui est présenté ici, j'aurais bien voulu que ce soit vraiment bien communiqué à l'échelle nationale, de sorte qu'on puisse comprendre ce que BPW Sénégal est en train de faire. Vraiment, on se réjouit tout en vous félicitant énormément. Je vous remercie tous. Également, remercier tous les invités à ce panel. Merci. Merci encore, M. Dieye. Je vais juste jeter une pierre dans votre jardin, juste pour vous dire que le féminisme, ce n'est pas une question de femmes. Le féminisme ne peut pas marcher sans les hommes. Il faut qu'on marche côte à côte et qu'on se tienne la main. C'est ça le féminisme, en fait. Parce que sans les hommes, on ne peut pas aller nulle part. Voilà, nous sommes en communauté et on est obligé de vivre ensemble, d'avoir des projets ensemble. Et voilà. Et puis l'autre aspect, un dernier mot, peut-être je voudrais juste ajouter peut-être ma petite contribution par rapport à la préservation des écosystèmes. Je pense que cette sensibilisation est vraiment venue à son heure et j'aurais aimé que tout le monde connaisse plus de présence, plus d'audience pour que tout le monde puisse en être sensibilisé. Parce que c'est comme un effet boomerang. C'est comme quand vous jetez une pierre sur le mur, ça vous retombe dessus. Tout ce qu'on fait à l'environnement, ça nous retombe dessus. Il faut que tout le monde en prenne conscience, que ce soit à tous les niveaux, l'agriculture, la pêche, la préservation des forêts, des terres, même l'utilisation des pesticides. Tout ce que l'on fait, ça nous retombe dessus. Donc, faisons très attention à cela, parce que c'est là l'objectif de votre sensibilisation. Merci encore. Donc, est-ce qu'on peut prendre, est-ce que tout le monde peut... ce moment quand même. Hein? Ouais. On a eu des échanges très fructueux. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, à tous les auditeurs, tous les participants de bien vouloir allumer vos caméras. Comme ça, la présidente va prendre la photo de famille. Fatou? Oui. Voilà. Donc, j'invite Ndeye Binta est en train de faire la photo, de prendre la photo. Ndeye Binta? Je ne vois pas les autres participants. Si tout le monde peut allumer sa caméra, oui, ça serait bien. Rokaya, il y a Madame Benda Diop que j'ai omis de saluer. Vraiment, nous vous remercions de votre présence. OK. Wow. Si, comme ensemble. Oui, nous sommes ensemble. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre vos caméras, vous pouvez allumer la caméra? Coucou Daniela. Daniela Rigassi. Tu n'as pas posé de questions, Daniela. Notre consoeur de la Suisse, là. Ton micro. OK. Alors, vous m'entendez maintenant? Oui. Oui. OK. Je suis très honorée d'être invitée. C'était vraiment fantastique ce que vous avez fait. Merci. Mais je pensais que vraiment, les questions de l'Afrique, c'était plus important que les questions de la Suisse. Très bien. Ça sera que partie remise alors, Daniela. Et à très bientôt. Très bien. Merci. Merci. Ndeye Binta, ça y est. Les autres, il y a... C'est bon, Ndeye Binta, pour la photo? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. J'ai pris quelques photos. Oui. C'est bon, voilà. Merci en tout cas.
Au plaisir de rencontrer Rokhaya. Oui. Une seconde par rapport aux panélistes, parce qu'il nous faut rencontrer le professeur Massamba Mbaye, Mme Samba Mbaye plutôt, et M. Bounama Dièye. Hein? Absolument. Ce sont des personnes ressources. Voilà. Au plaisir. En attendant d'aller voir Nathalie. D'accord. Absolument. Ou c'est moi qui viens vous voir. Voilà. Très bien. Ça sera beaucoup plus facile en tout cas. Ça sera beaucoup plus facile. Ouais. Avec plaisir. Merci d'être là. Merci oui. à vous. Au revoir. En tout cas, merci à vous tous pour le temps et pour l'intérêt. Merci, à très bientôt pour d'autres rencontres avec BPW. Merci encore pour votre engagement. Le combat continue. Merci, à bientôt. Merci, bye bye. Bye bye. Bye. Yes. Tous nos remerciements. Au revoir. Au revoir. Merci, professeur À Mbaye. bientôt. Et big applaudissement à Rokhaya. Elle est partie. Et au Young BPW. Bravo tout le monde. Bravo. Bravo.